Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on termine les nouvelles théories du commerce. Ça sera un chapitre qui est très court. Je vais juste vous donner deux idées sur les deux derniers modèles, qui sont donc le diamant de Porter et la thèse de Linder. L'idée ici, c'est que après avoir vu les théories traditionnelles, les nouvelles théories, et donc dans les nouvelles théories, on a vu les indices de commerce intra-branche, la concurrence monopolistique, la concurrence oligopolistique, ainsi que les gains associés à ce type de modèle. Je vais commencer par le diamant de Porter. Dans l'idée simple, c'est que c'est un des modèles donc les plus connus et qui essaye d'avoir une approche plutôt globale du commerce international. Donc, ce qu'a fait Porter dans son livre L'avantage concurrentiel des nations, il a introduit un nouveau concept qui s'appelle le concept de cluster. Donc, ça veut dire quoi un cluster? Un cluster, comme c'est présenté ici, c'est un groupe qui est géographiquement proche d'entreprises interconnectées et d'industries associées dans un secteur particulier, reliées par des caractéristiques et complexités communes. Et donc, l'idée ici, c'est de rassembler les différentes entreprises qui travaillent dans le même secteur pour qu'elles puissent bénéficier des externalités qui sont générées au sein de cette région. Ce qui veut dire que je vais avoir toutes les firmes qui travaillent dans le secteur, par exemple, de technologie de communication et d'information, comme à Silicon Valley aux États-Unis, et je vais les mettre ensemble. Et donc, cela veut dire que le plus une firme va innover, le plus les autres vont aussi bénéficier. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir des externalités qui sont présentes. Donc toutes ces firmes seront relativement interconnectées dans des industries qui sont relativement aussi associées. Associées, cela veut dire que, par exemple, je vais avoir les industries des habits pas loin des industries textiles. Pourquoi? Parce que les industries vestimentaires utilisent les inputs en provenance des industries textiles. Et de même, je ne vais pas mettre cela loin des industries du coton, et ainsi de suite. OK? Et donc, Porter, afin d'étudier cela, il a introduit ce qu'on appelle le diamant de Porter. Et donc, dans le diamant de Porter, que je vais présenter tout de suite, il a présenté 4 ensembles de facteurs qui peuvent affecter l'avantage concurrentiel donc des entreprises. Et donc, il a parlé d'abord des conditions des facteurs, c'est-à-dire dans quelle mesure la main-d'œuvre qualifiée et l'infrastructure elle est présente. Et donc, ça, c'est plutôt l'approche factorielle, ce qui veut dire l'abondance des facteurs de production eux-mêmes. Deuxièmement, quelles sont les conditions de demande? Est-ce qu'il y a une demande qui est suffisante dans cette région? Parce que ce qui va attirer une entreprise de se situer dans un certain cluster, c'est que ça ne sera pas loin de la demande. OK? Troisième facteur, c'est dans quelle mesure les industries d'appui sont présentes. Et les industries d'appui, c'est l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire que dans quelle mesure on a des industries qui peuvent servir d'entrée pour l'industrie en question. OK? Et finalement, quelles sont les structures et les stratégies des entreprises? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des stratégies de collusion, d'acquisition? Est-ce que c'est un marché qui est monopolistique, oligopolistique, et ainsi de suite? Donc, pour représenter ce et c'est la raison pour laquelle on l'appelle le diamant, parce que, comme vous le voyez sur ce schéma, quand on écrit les 4 éléments avec le diamant compétitif de Porter, on va voir que ça prend la forme d'un diamant. Et donc, on voit là qu'il y a les 4 ensembles de facteurs que je viens de présenter. Et donc, il y a d'abord la stratégie, la structure et les rivalités des entreprises.
puis les conditions des facteurs, les industries rationnées et relationnées pardon, et d'appui, et les conditions de demande. Et on voit que les 4 éléments sont interconnectés parce que, bien entendu, s'il y a une demande, cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup de clients à servir et donc ça peut augmenter le nombre de firmes et ça peut encourager d'autres firmes à entrer sur le marché. En même temps, cela veut dire que s'il y a beaucoup de demandes, qu'il se peut qu'il y ait beaucoup d'offres parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui veulent travailler. Donc ça peut encourager des industries relationnées ou des industries d'appui pour se situer dans la même région, et ainsi de suite. Un point important, c'est que, bien entendu, le rôle du gouvernement est très important parce qu'en fait, le gouvernement, lui, à son tour, il peut encourager la création de ces clusters. Dans le sens où, par exemple, en Égypte, autour du canal de Suez, on a une nouvelle zone qui a été créée avec des industries spécifiques dans le secteur des industries chimiques, dans le secteur des industries pétrochimiques et ainsi de suite. Et donc, ça peut émerger suite à une initiative gouvernementale, c'est-à-dire que le gouvernement décide par exemple de créer une zone où il va y avoir les industries chimiques, une zone où il va y avoir les industries textiles, ainsi que les industries d'appui qui accompagnent le secteur textile. Et donc en général, le gouvernement, il peut créer ces clusters. Et bien entendu, le plus on encourage la création de ces clusters, le plus les bénéfices émanant de ce diamant de porteur seront importants. Parce que bien entendu, si on n'a pas vraiment un cluster où on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de demandes, beaucoup d'industries d'appui, ça ne va pas générer les externalités en question pour que toutes les firmes profitent de ce cluster. OK? Et du coup, une fois que ce genre de cluster se développe, on peut parler d'avantages compétitifs ou bien d'avantages concurrentiels, dans le sens où la présence de ces 4 facteurs va créer un avantage concurrentiel ou compétitif des firmes, et par la suite, elles vont pouvoir exporter. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez donc la structure de ce diamant, c'est bien clair que on a aussi bien des éléments de la nouvelle théorie et des éléments de la théorie traditionnelle, dans le sens où la théorie traditionnelle, c'est principalement le côté de l'offre avec les facteurs de production et les industries d'appui, et puis la nouvelle théorie, c'est plutôt la partie de la demande et la structure du marché. OK? Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est une approche qui est plus globale. Dernier point dans les nouvelles théories, c'est la thèse de Linder. Et dans la thèse de Linder, on va adopter une approche qui est encore plus différente, dans le sens ce qui va déterminer la structure du commerce international, c'est que on va introduire un concept qui s'appelle les biens exportables. Et donc les biens exportables, ce sont les biens qui sont aussi bien demandés à l'extérieur et qui ont une demande interne suffisante. Ce qui veut dire que Linder, lui, ce qu'il a dit, ce qui va déterminer si un pays arrive à exporter un certain bien ou non, c'est que c'est la structure donc de sa demande interne. Ce
qui veut dire que il a dit que la consommation des biens internes, donc en se basant sur la consommation de Lancaster, il a dit que, en général, les consommateurs demandent les caractéristiques d'un certain bien que le bien lui-même. Donc je vais, par exemple, décider d'acheter un portable, mais un portable qui est par exemple, la mémoire est très grande. Et donc, ce qui m'intéresse dans le portable, ce n'est pas le portable lui-même, mais c'est plutôt les caractéristiques du portable. OK? Et alors, une fois que l'on va identifier les caractéristiques du portable en question, OK? Ou bien les caractéristiques de n'importe quel bien de manière générale, les pays qui ont des structures de demande similaires probablement vont avoir des niveaux de développement similaires. Ce qui veut dire que, comme les consommateurs domestiques demandent un certain bien avec certaines caractéristiques, cela veut dire que les pays qui ont des structures de demande similaires vont avoir une demande des caractéristiques des biens qui sont aussi similaires. Ce qui va mener à l'émergence d'un commerce intra-branche, parce qu'on a une structure de demande qui est similaire. Et donc, cela veut dire que le facteur initial qui explique le commerce, c'est la structure de la consommation domestique. OK? Et alors, dans ce cas, les pays industrialisés qui ont des demandes diversifiées mais relativement similaires vont avoir donc une demande de biens et de leurs caractéristiques qui est similaire, et donc ils vont échanger des biens qui sont relativement similaires, et donc il y aura du commerce intra-branche. Et de même pour les pays émergents, et de même pour les pays en développement. Donc le plus le niveau de développement est similaire, le plus on s'attend à ce que la structure de demande soit similaire, et le plus cette structure de demande interne va mener à la présence de biens qui sont exportables, c'est-à-dire les biens qui ont un potentiel pour qu'ils soient exportés. OK? Ainsi, ce qui est important aussi dans cette analyse, c'est que donc Linder, au départ, en se basant sur le modèle de Lancaster, il s'est concentré juste sur la demande. Mais bien entendu, le problème, c'est l'histoire des dotations factorielles. Pourquoi? Parce que après, même si, par exemple, en Égypte, et imaginons qu'en Égypte et en France, les Égyptiens et les Français aiment la consommation du vin, mais qu'en Égypte, on ne cultive pas des raisins. Et donc, cela veut dire qu'au final, même si on a une structure de demande qui est similaire, si on suppose que l'Égypte et la France ont le même niveau de développement, mais ce qui détermine l'échange, c'est aussi les dotations. C'est-à-dire, est-ce que j'ai les dotations factorielles qui me permettent de produire ce bien ou non? Et c'est la raison pour laquelle cela veut dire que l'histoire donc des dotations factorielles reste aussi importante dans la détermination du commerce international. Et alors, donc, pour conclure avec cette thèse de Linder, de manière générale, on passe d'une explication par la différence à une explication par les similitudes. Parce que justement, son argument de départ était que les pays qui ont un niveau de développement similaire vont avoir une structure de demande qui est similaire, et donc ils vont commercer des biens qui sont... Donc avec ça, on termine toutes les nouvelles théories du commerce international, et on commence aussi le modèle des firmes hétérogènes juste après. Merci et à bientôt.